Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à ce webinaire PRIT donc sur la thématique alternance et handicap. On est ensemble pour une durée d'1 heure, jusqu'à midi à peu près. Donc, je me présente, je m'appelle Margot Bosch et je suis donc chargée de mission pour le PRIT Centre-Val de Loire. Le PRIT, si vous ne connaissez pas, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Et en région, on est donc cofinancé par l'État, représenté par la DRES, et puis par la GFIP. Donc, je vais commencer tout d'abord juste par un petit point technique. Je vais vous partager mon écran que vous devez voir normalement maintenant. Donc, vous dire qu'aujourd'hui, on est sur l'outil de visioconférence Zoom. Donc, ce webinaire, il est enregistré. Vous avez reçu un petit message en vous connectant. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, surtout, n'hésitez pas à couper votre caméra. Vous avez une petite barre de tâches Zoom. Vous pouvez arrêter ou démarrer votre vidéo. De la même façon, à côté, vous pouvez activer ou désactiver votre son. Donc, je vous conseille de désactiver votre son pendant les interventions de la GFIP et du CFAS. Et vous pourrez bien sûr réactiver votre son quand il s'agira des temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions aux intervenants. Vous pouvez poser vos questions aux intervenants soit à l'oral au moment des temps d'échange, ou sinon, vous pouvez aussi poser vos questions via le petit chat, qui peut s'appeler chat ou converser, selon les versions de Zoom que vous avez. Voilà. Et puis après, je vous ai mis aussi, vous avez les petites réactions, si vous voulez lever la main, si vous voulez mettre le petit pouce parce que vous êtes d'accord avec l'intervenant. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis, donc, un petit mot sur le programme de notre webinaire aujourd'hui. Donc, un webinaire en 3 temps, avec dans un premier temps, donc un temps sur une priorité donnée à l'alternance, puis un temps sur handicap et alternance, les aides et mesures proposées par la GFIP, et puis enfin un dernier temps sur quel accompagnement par le CFAS. Et comme je vous le disais, tout au long du webinaire, on a donc prévu des temps d'échange pour que vous puissiez échanger avec les intervenants et qu'ils puissent répondre à vos différentes questions. Voilà, je ne vais pas être plus long pour le petit mot d'introduction et puis je vais laisser tout de suite donc la parole à la GFIP, à Guillaume Pitot et Augustin Milandou, chargé d'études et de développement pour la GFIP Centre-Val de Loire. Bon, je crois que je vais commencer, Margot, a priori, Merci de nous donner la parole. Bonjour à tous. Guillaume Pitot, donc chargé d'études et de développement, effectivement, pour la GFIP, et en responsabilité notamment sur la thématique de l'alternance qui nous occupe aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'effectivement, il y a une réforme de l'apprentissage dans la loi, qui a intégré la loi à venir, formation. Et on va essayer de faire au plus court, entre guillemets, pour vous présenter les appuis et également les aides de la GFIP par rapport à cette réforme de l'apprentissage et comment la GFIP, justement, s'inscrit dans une logique de rendre le droit commun le plus inclusif possible, mais aussi de mettre en œuvre justement des appuis et des aides pour rendre ce droit commun plus inclusif. On peut dérouler, Margot, s'il vous plaît. Alors, les appuis, juste pour vous expliquer ce qu'on considère comme un appui et comme une aide. Appui, en fait, c'est tout ce qui va intervenir en termes de services et de prestations que la GFIP met à votre disposition. Et l'aide, en fait, on est là plutôt sur justement des aides qui concernent des financements qui font partie de la palette des aides de la GFIP et qui viennent en appui soit des bénéficiaires, en général, bénéficiaires personnes en situation de handicap, soit des employeurs. Pour ce qui est des engagements de la GFIP, donc le premier est par rapport à l'alternance, de soutenir les CFA et les OFA. OFA, c'est organismes de formation qui justement aujourd'hui sont inscrits dans des logiques d'apprentissage et sont pour la plupart des nouveaux entrants par rapport au CFA et maintenant s'inscrivent justement dans les formations en alternance. Donc ce soutien des CFA et des OFA, il intervient via ce qu'on appelle les ressources handicap formation et que mon collègue Augustin Milandou va développer un peu plus loin, et également via des actions d'information et de communication nationales et régionales.
Donc, vous avez été certainement destinataire, justement, pour certains en tout cas, de ces informations. Et on va un petit peu les développer en aval de ce slide. Un deuxième aspect de notre intervention, qui est effectivement de mobiliser des fonds en complément des moyens mobilisables via les OPCO. Alors ça, effectivement, c'est aujourd'hui, on va faire simple pour pas justement vous nourrir de trop d'informations. Mais les OPCO, dans le cadre des contrats d'apprentissage, interviennent aujourd'hui sur ce qu'on qualifie un plafond à hauteur de 4 000 € pour des personnes en situation de handicap et bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et l'AGEFIP, quand ces fonds ne sont pas suffisants, va pouvoir compléter l'intervention des OPCO pour justement augmenter les moyens de compensation mis en œuvre ou les compléter et augmenter également l'accessibilité pédagogique qui est réalisée au sein des CFA et des OFA. Margot, merci. Alors, la première étape, justement, pour mettre en œuvre cette intervention dans les OFA et les CFA, correspond à une étape d'évaluation des besoins, c'est-à-dire une étape de diagnostic et qui responsabilise le référent handicap, justement, qui doit être aujourd'hui, vous le savez par la loi, désigné dans chaque CFA. C'est une obligation de la loi, donc aujourd'hui, normalement, dans tous les CFA, est référencée une personne ressource désignée comme référent handicap et qui doit justement faciliter l'inclusion dans la logique du droit commun de CFA des personnes en situation de handicap. Ce référent handicap, il va pouvoir bénéficier d'un appui de la ressource handicap formation qui va aider justement ce référent à comprendre la notion de situation de handicap, à identifier les appuis externes qui peuvent être mobilisés au service du parcours de la personne en situation de handicap et également se voir proposer des outils, méthodes pour l'évaluation des besoins et la co-construction de solutions d'aménagement. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très facile. Souvent, le référent handicap est déjà un permanent du CFA et il se voit avec une nouvelle attribution et une nouvelle compétence. Donc, voilà, ça suppose effectivement d'avoir un appui, notamment de la ressource handicap formation, mais aussi d'autres acteurs pour mettre en place notamment ce qu'on appelle la compensation. Alors, la compensation accessibilité, c'est deux termes qui sont souvent utilisés par les spécialistes. Ce n'est pas forcément évident pour des généralistes. Je vais juste vous donner un exemple simple qui, j'espère, vous parlera. La compensation, je vais vous prendre l'exemple des lunettes, de nos lunettes pour certains, pour ceux qui, justement, se voient obligés d'en porter. Si moi j'en porte, là, ce n'est pas le cas, mais si je passe mes lunettes justement à une autre personne, ces lunettes ne seront pas adaptées à son besoin justement de compensation. Donc la compensation, elle se pose justement par rapport à une situation individuelle et un besoin de compensation individuelle dans un environnement. Il faut toujours l'entendre comme ça. Quand on parle d'accessibilité, l'accessibilité, c'est comment on renforce pour un groupe, pour un ensemble. Je vous fais simple, hein, je ne vous donne pas les notions et les définitions habituelles et très officielles, mais l'accessibilité, c'est comment on va renforcer justement pour un groupe ou pour un corpus et améliorer ses conditions, par exemple, d'apprentissage. Je prends un exemple, on parle par exemple, je ne sais pas, des rampes qui sont maintenant nécessaires pour tous les établissements qui reçoivent du public, ce qu'on appelle les ERP. Cette rampe-là, effectivement, elle a été à l'origine conçue pour les personnes
à mobilité réduite, et en particulier pour les personnes en fauteuil, ce qui représente 3% des personnes en situation de handicap. Je le rappelle parce que souvent on n'a pas ce chiffre-là. Mais cette rampe-là, elle devient et elle renforce l'accessibilité de tous parce que, par exemple, elle va servir une personne qui s'est cassé la jambe et qui a besoin d'utiliser des béquilles, et dans un escalier, ce n'est pas quelque chose de facile. Elle va également faciliter l'accès de parents qui vont utiliser un landau et aller, par exemple, à la poste pour déposer un colis. C'est ça, l'accessibilité. Alors, si on parle d'accessibilité pédagogique, et j'arrêterai, c'est par exemple, on a développé les écrans d'ordinateur. Aujourd'hui, je ne sais pas en combien de pouces on est, mais à l'origine, les écrans d'ordinateur étaient relativement petits en termes de diagonale. Et on a développé des moyens de compensation pour des personnes qui avaient des difficultés visuelles. Aujourd'hui, on a un équipement minimal qui fait, alors je ne sais plus combien c'est de pouces, mais globalement, on considère que cet équipement minimal, justement, il est nécessaire et il correspond au minima, justement, d'un équipement de bureau environnement informatique. Donc ça, c'est comment on arrive justement à développer l'accessibilité. J'espère que je n'ai pas fait trop long et que voilà, je vous ai éclairé sur les notions de compensation et d'accessibilité. Le rôle du référent handicap, et je vais passer rapidement dessus, même si j'ai développé jusque-là, c'est justement d'évaluer, donc de réaliser ce diagnostic. Aujourd'hui, voilà, il y a une grille de diagnostic et qui est un outil en ligne voilà, qui est proposé. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'AGEFIP et qui permet justement d'évaluer des besoins de compensation d'un apprenant, et on parle bien d'un apprenant, c'est-à-dire que ces besoins de compensation ne seront pas adaptés à une autre personne en situation de handicap avec un besoin d'apprentissage. Les différentes aides. Donc là, je vais vous développer les aides qui sont celles liées au contrat d'apprentissage, à savoir qu'on a l'équivalent de ces aides-là sur les logiques contrat de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de mesures ou d'aides, plus exactement, qui vont pouvoir intervenir à la fois sur des logiques apprentissage, mais également sur des logiques professionnalisation. Ce qui va différer, en fait, ce sont les montants qui seront associés à ces aides. La première aide, qui est l'aide exceptionnelle de soutien à l'emploi d'une personne handicapée en contrat d'apprentissage. Cette aide, elle vise à soutenir un employeur, et donc elle est bien une aide à l'employeur, ou en tout cas à l'entreprise, et qui vise à maintenir le contrat d'apprentissage d'une personne qui est actuellement en contrat. C'est-à-dire que c'est une aide qui est liée à la crise sanitaire. Et dans ce cadre-là, voilà, les organisations et les entreprises ont rencontré des difficultés. Et la volonté de l'AGEFIP était effectivement d'intervenir pour qu'il n'y ait pas de rupture de contrat liée à des difficultés qui soient des difficultés économiques et donc financières pour l'organisation. Alors, je ne vais pas détailler les montants. De toute façon, on vous laissera le PowerPoint qui vous sera transmis à l'issue de cette réunion. Enfin, je ne dis pas tout de suite, mais je pense d'ici la fin de semaine, voire en début de semaine. Mais voilà, vous aurez le support qui vous permettra justement de revenir sur l'ensemble de ces aides. À savoir juste que on va évaluer, enfin, en tout cas, on va affecter ces aides en fonction de deux critères qui sont l'âge de l'apprenti et également la durée du contrat de travail. Voilà. Donc, en fonction justement de ces deux entrées, vous aurez des aides qui varient. L'aide suivante, donc là, qui est une aide majorée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation pour une personne en situation de handicap. Toujours la même démarche, c'est une aide qui vient en soutien de l'employeur ou de l'entreprise. Cette aide-là est ouverte pour les contrats qui vont prendre effet, au plus tard au 31 décembre 2021. Alors, il faut que le contrat ait une durée minimum de 6 mois, que la durée hebdomadaire de travail soit au moins égale à 24 heures,
Et si la durée n'est pas égale justement à ces 24 heures, il faut qu'il y ait une dérogation possible, enfin légale ou conventionnelle. Et le minima pour que cette aide puisse être débloquée est une durée hebdomadaire de 16 heures. Alors, je sais que là, il y a un certain nombre d'acteurs du SPE, ce qu'on qualifie chez nous les réseaux historiques, et je parle effectivement du réseau des opérateurs de placement spécialisés qu'on appelle Cap Emploi. Également, je parle pour Pôle emploi et pour les missions locales. Ces aides dont je viens de vous parler sont mobilisables justement par ces trois réseaux et peuvent servir justement les trajectoires à la fois sur des contrats d'apprentissage, mais également sur des contrats de pro des personnes que vous accompagnez. Voilà. Alors après, je vais vous expliquer comment justement on travaille de manière plus spécifique en délégation régionale Centre-Val de Loire. Tout ce que j'ai développé avant relève justement d'un format et de dispositifs ou d'aides qui sont des dispositifs nationaux. Sur la région, on a effectivement un objectif qui est de renforcer l'appui conseil, notamment sur des logiques de droit commun. Notre raison d'être aujourd'hui, ça a été rappelé par notre plan stratégique, c'est de rendre le droit commun plus inclusif. Quand on dit rendre le droit commun plus inclusif, ça veut dire qu'il y a des dispositifs que vous connaissez, qui sont des mesures, des aides, des dispositifs, qui sont ouverts au tout public. La volonté de l'AGEFIP, et c'est pour ça qu'elle travaille avec les partenaires des politiques publiques de l'emploi, de la formation et d'autres aspects. Sa volonté, c'est justement que tout ce qui est mobilisable pour le tout public doit le devenir, alors petit à petit parfois, mais pour des personnes reconnues en situation de handicap. Pour cela, on consolide la dynamique de réseau pour agir sur et avec les territoires en cohérence et en partenariat. Donc, ça veut dire qu'on mobilise l'ensemble justement des partenaires, à la fois des politiques publiques, des réseaux sur les territoires et puis la commande publique. On vise aussi à développer une culture professionnelle spécifique, des connaissances et des compétences quant aux dispositifs de soutien à l'alternance. Donc voilà, par exemple, le webinaire qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi un temps d'échange avec des réseaux dits plus généralistes. Et c'est que ces réseaux puissent justement avoir une meilleure connaissance de l'offre de services de l'AGEFIP, et pouvoir mobiliser justement l'ensemble de ces mesures en ayant une meilleure visibilité et lisibilité. Et puis, un travail sur optimiser, homogénéiser les approches, démarches, méthodes et pratiques d'accompagnement. Donc ça, c'est effectivement aussi, on a un réseau qui est une forme de bras armé, entre guillemets, sur le handicap et que vous connaissez, qui est le réseau Cap Emploi. Mais c'est aussi, c'est d'ouvrir à d'autres réseaux qui accompagnent les personnes en situation de handicap. On a une volonté en fait d'équité. C'est ça qui anime aussi notre intervention. C'est de dire, effectivement, il y a le réseau Cap Emploi qui est très spécialiste des problématiques du handicap et des solutions de compensation, mais il est important que les autres réseaux puissent justement mobiliser notre offre de services et nos interventions. Alors pour ça, comment on fait? On s'inscrit opportunément dans l'ensemble des actions de droit commun. On mobilise l'ensemble des réseaux et puis on développe des solutions pour les personnes en situation de handicap avec des entreprises ou leurs représentants. Donc il y a tout un travail aujourd'hui effectivement avec les OPCO, mais je ne vais pas détailler tout ça. Et à côté justement du droit commun et de cette volonté d'inclure totalement les personnes en situation de handicap dans les solutions de droit commun, on maintient en opportunité quelques actions spécifiques quand on mesure avec nos partenaires des politiques publiques qu'il y a encore nécessité de maintenir des dispositifs spécifiques que l'on va financer et qui vont permettre d'apporter des solutions sur les territoires en général. Voilà.
Alors, on va les détailler rapidement. Alors, on a un dispositif actuellement qui s'appelle la prestation pour une alternance inclusive. Voilà, vous en avez certainement entendu parler sur les territoires. Donc, avec un pilotage et un financement de la GFIP. Bon, c'est une logique marché, mais je n'ai pas besoin de le détailler avec vous. C'est quelque chose voilà, qui est plutôt quelque chose d'interne chez nous au niveau du pilotage. Le but de ce marché, c'est d'amplifier la part des personnes handicapées dans l'accès à l'emploi par alternance, de diversifier les niveaux de qualification et les filières de formation et de réduire le taux de rupture de parcours. Ça veut dire que cette PAI, en fonction de besoins que vous repérez dans vos logiques d'accompagnement, il se peut que ce soit une solution pour une personne en situation de handicap pour qui, justement, les dispositifs de droit commun qui renforcent l'accès à l'alternance ne fonctionneraient pas, de dire, moi, je n'ai pas forcément les solutions, il y a des niveaux de compensation que je ne connais pas bien, je n'ai pas forcément les ressources identifiées, les structures ou les personnes ressources. Donc, cette solution, elle est mobilisable sur les territoires. Hein. Aujourd'hui, les départements, les 6 départements sont en capacité de mettre en place cette PAI. Cette PAI, elle est mise en œuvre sur le territoire régional par ce qu'on appelle les associations gestionnaires qui portent les Prométhées, globalement les Cap Emploi. Si vous avez besoin, effectivement, pour vous, ce sera plus clair, je cite Cap Emploi. Si vous avez besoin d'utiliser au service du parcours d'un de vos bénéficiaires ce dispositif, vous appelez Prométhée, Cap Emploi sur votre département. Voilà. Pour 2021, les objectifs quantitatifs, 120 accompagnants renforcés, soit 360 pour la région. L'eau, vous inquiétez pas, c'est une logique marché. C'est pas forcément très clair, mais ça n'a pas d'incidence sur votre travail, avec des objectifs qui sont d'arriver à la signature de 210 contrats. Et voilà, avec une répartition à la fois sur des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Ce dispositif, il peut intervenir pour accompagner, signer des contrats et également les suivre. Il y a des intermédiations qui sont réalisées par les prestataires et qui permettent de suivre le contrat et de s'assurer qu'il n'y a pas de rupture par des intermédiations à la fois avec les CFA, les OFA et également avec l'entreprise. Sur les axes de progrès, je vais passer et je laisse donc la main pour le dérouler à mon collègue Augustin. Merci beaucoup, Guillaume. Et donc, oui, je laisse la parole à Augustin et puis nous ferons un temps d'échange à l'issue de la présentation d'Augustin Milandou. Je vous laisse la parole. Alors là, le micro est coupé actuellement pour vous, Augustin. Voilà, le micro normalement est réactivé pour vous. Vous pouvez y aller. Voilà. Donc, alors, quand une ou des difficultés apparaissent avant ou pendant la formation, le service vers lequel l'apprenant ou le tuteur ou son tuteur va se tourner, c'est à la GFIP, le service RHF, le service ressources handicap formation. Alors, il est important de préciser que c'est depuis 2 ans, c'est ce service vers lequel on se tourne pour des difficultés de type pédagogique, technique, organisationnel, pendant la formation et idéalement avant la formation. Alors, c'est depuis 2 ans parce que c'est un service, c'est aussi important de le préciser, c'est un service qui existe aujourd'hui à titre expérimental, qui est cofinancé par l'AGFIP et les conseils régionaux. L'évaluation est en cours pour que les financeurs
se détermine sur la poursuite ou pas de l'expérimentation et de la pérennisation du service. Alors, donc, pour l'instant, le service existe. Pour combien de temps, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, il est là. C'est peut-être, voilà, c'est l'essentiel, je pourrais dire. Alors, le service ressources handicap formation est né d'une, c'est le Margot, le slide, voilà, celui-là, on est sur le bon. C'est le nom le précédent. Margot? Oui. Le précédent, plutôt slide. Oui, voilà. Non, non, voilà. Celui du milieu. Voilà, celui-là, voilà. Le service ressources handicap formation est né, bon, mes collègues disent un objectif, mais moi je dirais plutôt une ambition. C'est l'ambition de rendre notre appareil de formation professionnelle de droit commun plus inclusif. C'est vraiment l'inclusion la plus large et la plus réaliste possible, c'est le credo de la GFIP, comme vous savez. Et donc, c'est voilà, cette ambition que nous portons à travers le service RHF, ce qui veut dire articuler deux dimensions de cet objectif ou cette ambition, c'est-à-dire un appareil formatif plus accessible, mais aussi la sécurisation des parcours individuels de formation. Voilà, c'est sur ces deux dimensions qui se complètent et font miroir l'une à l'autre que s'est bâti, je pourrais dire, le service RHF. Voilà, sur cet objectif-là, sur cette ambition. On passe au slide suivant, Margot. Merci. Alors, donc, de l'ambition de rendre notre appareil de formation plus inclusif et d'articuler les deux dimensions que je vous ai présentées, l'accessibilité d'un côté, le suivi, les situations individuelles, lever les freins sur les situations individuelles de formation, l'articulation de ces deux, dimensions donne 4 missions. On retire de cette articulation 4 missions, 4 axes d'action opérationnels et qui font système. C'est-à-dire que chaque axe répond aux autres. Il est interdépendant des autres. Les axes se répondent les uns les autres. Alors, si on modifie un axe, on modifie le reste. Donc, c'est un bloc. Et ces axes, ces 4 axes, ce sont l'appui conseil aux organismes de formation, comme l'a indiqué tout à l'heure Guillaume, la professionnalisation des acteurs de la formation. C'est peut-être un grand mot, mais en gros, c'est de sensibiliser les acteurs de la formation aux problématiques du handicap, les outiller pour répondre aux situations du handicap en formation, l'animation territoriale, la capitalisation des ressources. Donc, je vais entrer un peu plus dans le détail dans chacune des 4 missions. Alors, l'appui conseil, c'est l'information que nous apportons aux organismes de formation, l'orientation que nous apportons, que nous sommes sollicités par les organismes de formation, nous les conseillons, nous les orientons, nous apportons les ressources, les orientons vers des ressources, vers des solutions, apportant une information, une documentation, etc. Donc, cette mission de conseil, ça peut être comme, voilà, on a des exemples, la majoration du coût de contrat, actuellement, une action qui monte en puissance, c'est la certification Calliope. Bon, c'est normal, hein, c'est le calendrier qu'il veut. Voilà, donc c'est ce premier axe, mobiliser les ressources, être vraiment
comment dire, une ressource, voilà, on pourrait dire, voilà, ça porte bien son nom, est une ressource pour les organismes de formation. C'est la première mission du service ressources handicap formation. Deuxième slide suivant, Margot, voilà. La deuxième mission, c'est la professionnalisation des acteurs, les outiller dans l'accompagnement, l'appréhension du handicap, en formation, bien entendu. Et nous avons un outil pour cette action, c'est le programme annuel que nous appelons le programme annuel de professionnalisation. Il s'agit des formations qui sont missionnées par l'AGFIP et comment dire, mise en œuvre par un prestataire extérieur qu'on appelle le GIP Alpha, qui donc recrute les formateurs et assure la logistique de ces formations. Alors, on passe au slide suivant. Voilà. Le programme de professionnalisation, c'est un choix qui a été fait, qui est discutable certainement, mais il est ainsi. Deux publics, nous avons identifié deux publics cibles et donc, puisqu'il y a deux publics, nous avons deux offres de formation dans notre programme annuel de professionnalisation que vous pouvez trouver sur le site de GIP Alpha Centre. Première cible, donc c'est un catalogue de formation à deux volets. Le premier volet pour les acteurs de la formation. Et nous avons 11 modules. Vous le trouverez sur le catalogue. Je passe les détails. 11 modules distribués en deux axes. Le premier axe, c'est sur l'approche globale, l'accueil des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est le module 1 au module 5. Voilà. Deuxième axe, voilà, la spécialisation en accessibilité pédagogique et typologie des handicaps. Voilà, du module 6 au module 11. On passe, Margot. Voilà. Le deuxième volet du programme de professionnalisation est à destination des acteurs de l'orientation et de l'emploi. Donc là, vous avez 6 modules. Et dans notre catalogue, ça part donc du module 12 au module 17. Et vous avez donc les intitulés, le contenu de chacun des modules. On passe, Margot. Oui, voilà. Et notre troisième mission, c'est l'animation territoriale. Le but, c'est de faire que les organismes de formation ne soient pas que des consommateurs auprès de services ressources handicap formation, mais qu'ils soient vraiment des acteurs qui soient porteurs d'idées, pourquoi pas de projets, qu'ils échangent entre eux, qu'il y ait une intelligence collective qui produise des idées, des bonnes pratiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Voilà, que le territoire soit un espace vraiment de production d'intelligence collective. Et voilà, on crée un réseau et on se partage les recettes. Voilà, on crée un réseau vivant, et pas qu'on soit des consommateurs, mais qu'on soit aussi acteurs. Alors, on a un outil actuellement pour essayer d'animer autant faire ce que le territoire sur lequel nous travaillons, donc le centre Val-de-Loire. Nous avons des ateliers que nous organisons à des rythmes déterminés. Voilà, vous avez les ateliers qui ont déjà eu lieu. Le dernier, c'était le 27 mai, c'était le suivi du parcours de l'apprenant. Il y a d'autres ateliers qui viendront. Donc là, ce sont les acteurs de formation, ce sont les acteurs de l'emploi et de l'insertion qui participent à ces ateliers et produisent ensemble sur les thématiques qui sont proposées par notre service, produisent ensemble
un savoir, des idées, des réflexions, voilà, tout ce qui peut nourrir sur une thématique des réflexions dans chaque organisme de formation. Et je me plais à rappeler aux participants que les ateliers, ce ne sont pas des cours, ce ne sont pas des formations, mais c'est plutôt des lieux d'échange d'expériences, des lieux de production collective des bonnes pratiques professionnelles. Voilà. Donc, pour l'instant, dans l'animation territoriale, c'est le principal outil que nous avons actuellement, en dehors des rencontres départementales et régionales qu'on peut organiser. Mais vraiment, l'outil phare aujourd'hui, c'est l'organisation des ateliers thématiques. On passe au slide, voilà. Alors, la dernière mission, c'est la capitalisation des ressources, capitaliser les situations, les bonnes pratiques, cartographier les ressources sur le territoire. Alors, il faut dire, en étant honnête, que c'est actuellement la mission qui n'est pas encore mise en œuvre parce que le service, il est encore à consolider. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons pas encore de la capitalisation. Bien sûr, nous avons déjà commencé à réunir les bases de cette mission, mais la mission n'est pas encore effective pour être transparent. C'est un travail qui viendra peut-être quand le service sera pérennisé. Pour l'instant, ce sont les 3 premières missions que j'ai citées: appui conseil, professionnalisation des acteurs, animation territoriale, qui sont des missions effectives actuellement. Et donc, pour finir, c'est un petit service qui monte, je pourrais dire, à la GFIP. Guillaume peut-être me contredira pas, j'espère, lui qui est un ancien. On le voit bien avec la certification Calliope, combien nous sommes sollicités, parfois en confondant ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes et ce que nous ne pouvons pas faire. Et ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas cabinet de consulting. On accompagne, on peut donner des conseils, mais on ne va pas se substituer à des cabinets de conseil. Mais c'est un service qui est très sollicité, en tout cas actuellement, et qui mobilise 3 équivalents, non, plutôt qui mobilise 3 agents. Moi-même, qui suis là en remplacement de Marina, et puis 2 autres collègues qui sont sur le service et sur d'autres pôles. Et pour l'ensemble, ça fait 3 équivalents temps plein aujourd'hui. Et dans la discussion sur l'avenir du service, il y a évidemment cette question des moyens. Notre siège estime qu'au rythme où nous allons, pour pérenniser le service et pouvoir le poursuivre, il faudra passer par une augmentation des moyens humains. Voilà ce que je pouvais dire sur le service RHF. Merci beaucoup, Augustin. Et je vous propose éventuellement qu'on prenne juste 1 ou 2 questions avant l'intervention du CFAS, si vous avez des questions, que ce soit pour Guillaume ou pour Augustin. Alors, je regarde en même temps le chat. Je ne vois pas de mon côté de questions. Et je ne vois personne qui lève la main. N'hésitez vraiment pas. Claire qui nous dit « Merci, intervention très claire ». Merci Claire. Et bien dans ces cas-là, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie sur le CFAS. Et puis bien sûr, si vous avez des questions qui arrivent par la suite, on pourra bien sûr y revenir à la fin du webinaire. Donc je laisse la parole à Mme Lepra, directrice CFAS Centre et présidente du réseau de APH. C'est à vous. Merci, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à dire si jamais vous rencontrez des difficultés. Alors, je suis la directrice du CFAS Centre. Peut-être certains d'entre vous ont déjà croisé dans le cadre des PLIT mes collègues qui sont sur les territoires, hein, puisque le CFAS Centre est un CFA régional.
alors un CFA régional qui est vieux maintenant, puisque nous avons plus de 35 ans de présence sur le territoire sur cette dimension handicap et formation. Donc, merci à la GFIP et au PRIT de nous associer à cette présentation. C'est notre métier, c'est notre cœur de métier depuis plus de 35 ans. Je suis aussi présidente du réseau de APH. Rapidement, réseau de APH, c'est le réseau de l'apprentissage adapté pour les personnes en situation de handicap. Et ça regroupe tous les CFAS ou dispositifs qui accompagnent des apprentis en situation de handicap sur le territoire national. Donc, voilà, on est au cœur du sujet, on l'a déjà évoqué tout à l'heure sur la réforme, et le réseau de APH a été très présent dans le cadre de la réforme auprès des ministères concernés et aussi de la GFIP nationale et du FIP pour toutes les questions liées au handicap et de la formation par rapport à la pratique et à ce que l'on vit sur le terrain. Merci. Est-ce que vous passez à la... Voilà. Alors, le CFS, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un centre de formation, il ne faut pas l'oublier, c'est un centre de formation en apprentissage comme les autres. On forme des apprentis au même diplôme que les autres collègues des autres CFA avec un accompagnement en plus. On est présent sur toute la région Centre-Val de Loire, sous des formes différentes, nous verrons tout à l'heure dans notre offre de service. Notre particularité, le CFS, c'est qu'on est inclusif, même s'il y a le S qui peut parfois poser question. Le CFS est inclusif et il travaille en partenariat avec les CFA. On est partenaire depuis des années avec une vingtaine de CFA sur l'ensemble du territoire, avec lesquels on a des partenariats qui peuvent être différents selon l'histoire, justement, et l'évolution liée à la loi dont on parlera tout à l'heure. On travaille en réseau. On sait que l'accompagnement d'une personne en situation de handicap, elle est en général multiforme. Chacun dans ses missions, on va intervenir sur des dimensions différentes. Nous, notre métier, c'est vraiment l'adaptation pédagogique de la formation. Après, les établissements médico-sociaux, que ce soit les IME, les ITEP, les CESAD, ils vont intervenir sur des dimensions beaucoup plus éducatives, périphériques à la formation. Et donc, nous avons besoin de travailler ensemble pour trouver ensemble des solutions aux jeunes sur la totalité du parcours. Parce qu'un parcours de formation en apprentissage, ça va être non seulement l'adaptation pédagogique du parcours, mais aussi tout ce qui a trait à la vie quotidienne d'un apprenti, les transports, l'hébergement. Et on ne peut pas, nous, CFA, travailler seuls sur cette dimension-là. Donc, on travaille en réseau avec les établissements qui accompagnent, avec les enseignants ULIS, aussi en amont des formations, où les enseignants ULIS ont envie de solutions de formation pour les jeunes qui s'accompagnent, eux jusqu'au collège et au lycée. Et nous travaillons de plus en plus avec les missions locales aussi. Alors ça, c'est de manière soit historique, soit de manière, je dirais, et ça se développe. On a eu une rencontre il n'y a pas très longtemps avec les missions locales dans le cadre de l'ARDIR, l'association des directeurs de CFA, dont le CFAS est aussi adhérent. On peut passer à la diapo suivante. Merci. L'offre de service. Le CFAS, alors on a trois actions principales. La première, la prépa apprentissage. Donc on a répondu à l'appel à projet PIC, un plan d'investissement compétences au niveau national. Cette prépa apprentissage, on verra tout à l'heure, elle a une vocation de pré-entrée, détermination de projet. Des formations en CAP. Donc, nous formons en apprentissage sur des formations en CAP en partenariat avec des CFA et avec des modalités d'accompagnement pour des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un renfort plus, nous dirons, sur la formation. Et nous intervenons aussi dans le cadre de prestations de soutien aux apprenants
sur les situations de handicap, donc des partenariats. Par exemple, le plus gros partenariat qu'on a aujourd'hui, c'est avec le CFA BTP Centre Val de Loire, où on intervient sur tout leur site en soutien de la formation. La prépa apprentissage. Alors, voilà, la prépa apprentissage, c'est pour qui? Eh bien, c'est pour toute personne qui se pose des questions sur son avenir professionnel. Alors, on a plutôt des jeunes qui sortent de collège, on peut avoir des jeunes qui sortent de lycée, on peut aussi avoir des jeunes qui ont commencé quelque chose et puis qui finalement se rendent compte que ça ne leur convient pas. Donc, voilà, on est sur une année, on se donne une année ou on se donne quelques semaines, tout dépend après du projet, là où on est le jeune, mais au moins on prévoit sur cette prépa une année qui va permettre à un jeune de construire le projet et avec, bien entendu, une immersion et puis un travail sur des retours et du travail de collectif. On s'adresse à des personnes en situation de handicap et à des jeunes de plus de 16 ans, c'est important, ou avec un cycle collège terminé, mais on n'a pas de limite d'âge. Bon, maintenant, la vraie vie fait qu'on est avec des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans, voilà. Mais on va pas, c'est rare qu'on ait des jeunes plus âgés. On peut passer à la suivante. Alors, la prépa apprentissage, c'est quoi? C'est on découvre des métiers, on découvre la vie en entreprise, la vie au CFA, et on échange. On n'est pas du tout sur une année formalisée comme on a pu l'être auparavant sur la DIMA. Pour les plus anciens, ça doit parler, la DIMA, où on était sur une classe de troisième. Là, on est vraiment sur une année où la priorité, c'est le projet. Alors, bien sûr, on va travailler sur des compétences de base tout au long de l'année. Parce que quand on travaille sur les métiers, on va travailler le français, on peut aussi travailler indirectement les maths quand on va calculer des trajets pour aller en entreprise, quand on va calculer le coût pour acheter un ticket de tram ou de bus pour aller travailler. Donc, bien sûr, toutes ces choses-là sont induites et travaillées avec les stagiaires, mais la priorité, on focalise sur le projet professionnel. Donc, le meilleur moyen, on le sait tous, que pour valider un projet, c'est d'aller sur le terrain. Alors, malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas beaucoup aidés cette année et l'année dernière, mais on a eu la chance quand même de commencer une première année de prépa apprentissage en 2019, où on avait la première partie de l'année fait beaucoup de visites, des visites d'entreprise, des visites de CFA, des rencontres avec des professionnels pour que les jeunes puissent au maximum s'ouvrir sur tous les métiers. On exige, et ça ils signent une charte pour ça, c'est de participer à toutes les activités qui vont aller sur des métiers même s'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y en a des jeunes qui vont arriver avec des représentations sur les métiers qu'il faut faire évoluer, qu'il faut ouvrir. Et donc, au fil de l'eau, on a des jeunes qui peuvent me dire « Non, non, moi, je ne veux pas du tout travailler dans la restauration. » Puis finalement, parce qu'on va aller visiter un restaurant, parce qu'ils vont en discuter avec les pairs, parce qu'on va leur dire « Écoute, essaye, tu verras bien, de toute façon, ça ne t'engage pas. » Ils vont finalement faire évoluer leur projet et s'ouvrir sur d'autres perspectives. On est, pour ces stages, on a une convention avec Pôle emploi, on a une délégation de signature sur des PMSMP, pardon. C'est toujours difficile à dire. Il faudrait qu'on trouve un autre mot un jour sur cette modalité. Et donc là, sur ces temps de stage, ça permet, dans un premier temps, de découvrir, de prendre le risque d'aller découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, on pousse beaucoup à ça. Et puis, dans une deuxième partie de l'année, ces stages vont permettre de vraiment faire aboutir sur un contrat d'apprentissage. Et là, on est en plein dans cette phase actuellement, où on a des jeunes qui sont en stage et pour qui ça va déboucher sur un contrat. On est assez content quand même, on a un taux de transformation qui est tout à fait correct avec le public qu'on a. De mémoire, je crois qu'on doit être à 30%
Dans la période de l'année dernière, sur une année qui a été quand même très compliquée sur le plan et stage et sanitaire. Et donc, on a quand même, après, des jeunes, alors soit ils vont signer un contrat, on a quand même une grande partie en sortie positive aussi, qui peuvent qui peuvent se dire finalement, l'apprentissage, c'est peut-être pas encore pour tout de suite, et qui peuvent repartir sur déjà la formation initiale ou sur d'autres formations que l'apprentissage aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment un très, très bel outil pour accompagner les jeunes sur la découverte, valider le projet. Parce que nous le savons, à 16 ans ou à 17 ans, c'est très compliqué de savoir ce qu'on a envie de faire pour certains. Voilà pour la prépa. On la trouve partout sur le territoire. On en a une par département, en partenariat avec des collègues. Les formations en CAP. Alors, petite précision, le CFS, vous l'avez bien vu, n'a pas prétention à former toutes les personnes en situation de handicap sur la région centre. Nous savons que nos collègues CFA, depuis quelques années, sont bien montés en compétences sur la prise en charge de certains handicaps. Et ça, grâce, avant la réforme, grâce à la région centre, qui a quand même, il faut le souligner, toujours mis des moyens importants pour les CFA, en permettant la formation, en permettant de mettre des moyens de renfort, en ayant aussi, parce que c'est une des seules régions, on ne l'a pas dit, mais où il y avait des référents handicap dans les OF et dans les CFA. D'ailleurs, ça a servi pour construire des outils nationaux. Donc, c'est une belle avancée. Donc, ce n'est pas nouveau dans notre région. Et nous, CFS, on s'est centré sur des métiers où on a beaucoup de jeunes qui sont demandeurs. Alors, notamment, là, sur l'aide à la personne, on va être sur un nouveau métier qui va être ATMFC, le CAP agent technique en milieu familial et collectif, qu'on va ouvrir pour la première fois sur le 45. Je répondrai à votre question sur le chiffre après. L'agriculture, on est traditionnellement sur le jardinier paysagiste, plus les métiers de l'agriculture avec maraîchage, par exemple. Commerce et services, là, on a beaucoup de jeunes sur les métiers du commerce. Hôtellerie, restauration, notamment avec le CAP, alors qui était avant agent polyvalent de restauration, qui est maintenant PSR, ça m'échappe, production, restauration, service, le service aussi en salle, voilà, et on est sur vraiment des métiers où là, on a des jeunes qui vont assez facilement, et tous les métiers de bouche, on va trouver tous les métiers de bouche, boucher, charcutier, et puis aussi les cuisiniers, et aussi, alors c'est pas sur les métiers de bouche, mais aussi les pâtissiers, les boulangers. Alors, le nombre de places, non, il n'y a pas de place, il n'y a pas un nombre limité en nombre de places. On a beaucoup de métiers différents et après, on s'organise avec nos collègues dans les CFA où nous sommes implantés. On est vraiment à chaque fois dans un CFA. Ça, c'est vraiment une caractéristique importante, c'est que le CFS, au siège du CFS, vous ne croiserez jamais de jeunes, sauf s'il vient déposer un dossier. Mais sinon, tous les jeunes sont dans des CFA ordinaires, c'est-à-dire qu'ils sont bien en inclusion avec d'autres. Par contre, la prise en charge est différente. On a un peu plus de temps. On peut continuer. Pareil, nous sommes sur aujourd'hui Bourg, Chartres, Orléans, Châteauroux. Mais j'en ai oublié un. On est en CAP un peu partout maintenant sur la région. Voilà. On nous retrouve sur tous les départements. Alors, les prestations d'adaptation, c'est ça qui est un petit peu nouveau. Comme vous l'ont très bien dit et M. Pitot et M. Milandou, la loi a changé un petit peu la donne sur les CFA. Surtout, je trouve que la loi, elle a surtout une grande avancée, c'est qu'elle prend en compte le handicap dans le milieu ordinaire, ce qui n'était pas le cas avant. Ce n'était pas du tout quelque chose de national. C'était à la main de chaque région, et chaque région pouvait ou pas favoriser cette dimension handicap dans la région.
on a eu la chance, nous, en région centre, que cette dimension handicap ait été prise en compte très, très tôt, puisque le CFAS, 1984. Donc, juste un petit peu d'historique, 1984, 1997, première antenne du CFAS inclusive, 97, oui, vous avez bien entendu, alors que la loi était en 2005. D'accord? Donc, là, la région a toujours été innovante sur cette dimension-là. Et elle continue à l'être, je pense. Alors, qu'est-ce qu'une prestation d'adaptation? Aujourd'hui, quand on veut mobiliser, quand on accueille un jeune en situation de handicap, on a très bien dit, et M. Pitot l'a dit, il faut évaluer ses besoins de compensation. On parlait de lunettes tout à l'heure, et bien il a fait savoir comment, s'il a besoin de lunettes, si au contraire il a besoin d'un appareil auditif, s'il a besoin d'outils, un ordinateur, s'il a besoin, alors là on est sur des compensations techniques, et la compensation technique, c'est quelque chose qui est qu'on identifie en général assez rapidement, mais après, il y a toute l'évaluation de la compensation aide humaine. Au CFAS, beaucoup de jeunes qu'on accueille sont des jeunes qui ont besoin d'une aide humaine, c'est-à-dire de les aider à reformuler les consignes, à travailler différemment, à adapter les supports pédagogiques au coup par coup, à être aussi avec des jeunes qui sont non lecteurs, non scripteurs. Voilà. Donc, comment on va faire un CFA accueille aujourd'hui une personne en situation de handicap? Ils ont mis en place un certain nombre de dispositions en place en termes d'accessibilité, c'est-à-dire en termes d'accueil du plus grand nombre. Et donc, ils ont adapté certaines choses, mais il reste après pour individualiser une évaluation des besoins de compensation. Et là, le CFAS propose à ses collègues de faire cette évaluation en fonction des éléments dont on dispose, voilà, et puis avec des tests, etc. Donc, de dire, voilà, ben là, pour cette personne, il faudrait mettre en place telle et telle compensation. Donc, cette évaluation donne lieu à un plan d'adaptation et qui va reprendre les préconisations nécessaires, aussi bien sur le centre de formation que sur l'entreprise. Voilà, donc là, c'est toutes les dimensions de l'adaptation pédagogique qui peuvent être faites dans le plan. Donc, il peut y avoir soit une adaptation pédagogique, soit du suivi entreprise, tutorat, et puis aussi tout ce qu'on a vu tout à l'heure, du lien avec les partenaires qui sont autour de cet apprenti, notamment les établissements de prise en charge qui ont besoin aussi de travailler ensemble. Voilà pour la prestation d'adaptation. Donc, les prestations d'adaptation, il y en a partout, sur toute la région. C'est pour tout diplôme. Nous sommes sollicités aussi bien pour des jeunes en CAP que des jeunes en BTS, voilà, sur tout type de handicap. Donc, aujourd'hui, on est dans cette démarche avec certains partenaires CFA qui, pour certains jeunes, ont besoin d'une compétence spécifiques qu'ils n'ont pas en interne, donc ils font appel au CFAS pour faire cet accompagnement. Voilà. Hop, hop. Ah, mais j'ai déjà dit ça. Voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver, vous avez ici les coordonnées du CFAS. Le mieux, c'est d'appeler au siège. Et en fonction du territoire où vous êtes, on vous orientera vers la bonne personne au CFAS. Pour justement que vous ayez la bonne réponse à la question que vous vous posez. Voilà, merci de votre attention. Eh bien, un grand merci à vous, Nathalie. Je me suis juste permise d'enlever votre caméra à un moment de la présentation parce que c'était un petit peu haché. Je vois qu'il est midi, on a déjà quelques personnes forcément qui doivent nous quitter. Mais écoutez, je vous propose d'arrêter officiellement ce webinaire là-dessus. Vous retrouverez bien sûr le support de présentation qui vous sera envoyé par mail. Vous retrouverez aussi des éléments pour aller plus loin, notamment vous pourrez retrouver le lien vers le site du PRIT. C'est sur ce site que le webinaire sera hébergé. Donc, vous pourrez le voir, le revoir sur le site du PRIT. Voilà, la newsletter, on a également une page LinkedIn.
puis un motion design si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le prix de Centre-Val de Loire. Voilà, donc je vous remercie. Et puis éventuellement, s'il y a quelques questions, je vous propose que voilà, on garde encore quelques minutes si certaines personnes ont des questions pour les intervenants. Et pour les autres, je vous souhaite à tous une très bonne journée.